Bienvenue dans cette série de séances qui seront consacrées à une présentation d'un support de cours en relation avec l'électronique numérique. Alors, cette série de séances porte sur les grandes classes de l'électronique numérique, à savoir la logique combinatoire et la logique séquentielle. Mais avant cela, nous pouvons faire une petite introduction sur ou à propos de l'importance de cette thématique qui est l'électronique numérique et également un moyen de travailler l'électronique numérique, à savoir les systèmes de numération. Et bien entendu, il y a une partie mathématique. Il porte sur l'algèbre de Boole, l'occasion de présenter ces fameux opérateurs d'addition, de multiplication et d'inversion. D'abord, qu'on se mette d'accord sur cette émergence et que nous vivons actuellement une ère dite numérique proprement dite, dont les appareils tels que les ordinateurs, les téléphones portables, les caméras, mais également dans presque une majeure partie des appareils électroménagers, des appareils médicaux, dans le domaine du transport et également dans le domaine de la robotique. Pour vous dire que il y a une omniprésence de ces systèmes dans notre vie depuis le début des années 2000. Maintenant, pour finir cette introduction à propos de l'électronique numérique, il est d'une grande importance de préciser le cadre d'étude de cette discipline. Alors, ici, dans les étapes que subit la transformation d'un signal, notre parole, par exemple, c'est l'analogique, ce qu'on appelle un signal analogique. Donc, il y a une infinité de valeurs dans un intervalle de temps donné, par exemple. Et ce signal analogique, il sera converti en numérique, donc pour obtenir une entrée numérique. Et à ce niveau-là, on a ce qu'on appelle un traitement numérique du signal qui va nous générer une sortie également numérique pour qu'il soit converti à nouveau vers l'analogique et récupérer le signal émis. Donc nous, dans ce cadre de travail, nous n'allons nous intéresser uniquement à cette partie dont le signal d'entrée et le signal de sortie sont des entrées-sorties purement numériques. Et le circuit numérique, ça va constituer pour nous une boîte noire. En fait, c'est
c'est de la technologie CMOS dedans, donc il y a toute une industrie, donc nous n'allons pas nous intéresser à ça. Donc, et les opérations qui seront effectuées au niveau de ce traitement numérique vont être principalement l'addition, la multiplication, également l'inversion, et une tâche très importante dans la partie séquentielle, à savoir la mémorisation ou le stockage de données. Donc, voilà le cadre de cette étude. En fait, ces codes-là sont très intéressants pour protéger, communiquer une information donnée, un signal tout court. Alors, pour entamer cette séance, il est préférable de commencer par cette forme polynomiale qui permet d'exprimer de façon générale un nombre n. Alors, cette forme polynomiale qui permet d'écrire ou d'exprimer de façon générale un nombre n, qui peut être un entier naturel, relatif, réel ou autre, et de cette façon, am-1 r puissance m-1 plus a m-2 r puissance m-2, etc., plus a1 r1 plus a0. Alors, ce R-là, ça représente la base du système considéré. Alors, nous allons voir différents systèmes. Le plus courant, c'est le décimal, le binaire, l'hexadécimal, etc. Et ce M-là, c'est le nombre de digits de représentation de son nombre n. Et ces exposants-là représentent la position de chaque digit en commençant de droite. Et la représentation de ce nombre n dans le système de base R s'écrit de la façon suivante: AM-1, AM-2, etc., A1, A0, qui en fait sont des coefficients qui prennent les valeurs des symboles de l'alphabet A, qui s'étale en fait de 0 jusqu'à R-1. Alors, ça, c'est une écriture générale. Maintenant, nous allons spécifier chaque système de numération. Commencer par le décimal. Le décimal pour R égale à 10. Et donc l'alphabet, ça va être 0, 1, 2 jusqu'à 9. Le binaire, le système binaire, ça, il va avoir une base égale à 2. Donc pour le binaire, on a deux états, deux valeurs de l'alphabet A, à savoir 0 et 1. Pour l'hexadécimal, R égale à 16. Donc hexadécimal, donc on a le décimal
de 0 jusqu'à 9, et puis on rajoute des lettres A, B, C, D, E, I, F pour expliciter l'alphabet de l'hexadécimal. Et on a bien entendu d'autres systèmes de numération qui rentrent dans pas mal de domaines de la physique. Alors, commençons par le système utilisé pour traiter une information dans un cadre numérique. C'est comme appareil, nous pouvons utiliser un ordinateur, une tablette, une caméra, etc., etc. Alors, pour ce système binaire, la base est en fait 2, comme on vient de mentionner. Et l'alphabet, c'est l'ensemble 0, 1. Alors ici, on vous donne un exemple. Si on prend la valeur 14, 14 en décimale, je vais la subdiviser en des sommes de nombres en puissance de 2. Par exemple, c'est 8, c'est 2 puissance 3, plus 4 qui est 2 puissance 2, et 2 c'est 2 puissance 1, et 0 c'est 0 fois 2 puissance 0. Alors je peux écrire à l'aide de la forme polynomiale qu'on vient d'énoncer. On voit bien ici le R. Donc c'est 1 fois 2 puissance 3, plus 1 fois 2 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 0 fois 2 puissance 0. Et donc, le code binaire pour représenter le décimal 14, c'est en fait, en commençant de la droite, donc c'est 0, 1, 1, 1. Donc, il nous faut ici 4 bits pour représenter l'entier 14. Alors, on vous donne ici une façon de convertir un nombre écrit en binaire pour remonter à la version décimale. Alors, si on écrit n est égal à 1, 0, 1, 0, 0, 1 en binaire, donc en fait, ça c'est... Donc ici, j'ai combien de bits? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bits. Donc ici, j'ai 1, 2 puissance 5, plus 0, 2 puissance 4, plus 1, 2 puissance 3, plus 0, 2 puissance 2, plus 0, 2 puissance 1, et plus 1, 2 puissance 0. Donc ça c'est 1, donc plus 8, plus, ça c'est 2 fois 16, c'est-à-dire 32. Et donc la somme, ça va vous donner n, c'est en fait c'est 41 en décimale. Maintenant, on vous donne quelques questions similaires. Comment passer à la version décimale à partir d'un critère ou représentation en système binaire, et également comment passer des décimales au binaire.
comment convertir un nombre écrit en décimal en binaire. Alors, je vous laisse le soin de faire ces deux questions et je m'arrange à résoudre cette troisième. Alors, pour passer des décimales au binaire, on a recours à des divisions successives par la base des binaires, à savoir 2. Donc, je prends 21, je divise par 2, il me donne 10, il reste un 1. Je poursuis mes divisions par 2 jusqu'à l'obtention d'une valeur égale à 0 ou 1, c'est-à-dire inférieure strictement à cette base-là. Donc je divise par 2, j'obtiens 5, il me reste un 0. Je divise par 2, il me donne 2, il reste un 1. Je divise encore par 2, il me donne un 1, il reste un 0. Je m'arrête là parce que le résultat maintenant est inférieur strictement à la base des binaires. Et puis, pour avoir le code binaire de ce nombre-là, il suffit de prendre ces résultats-là encadrés dans ce sens. Donc, on va écrire 21, 10 en binaire, ça doit être 1, 0, 1, 0 et 1. Voilà l'écriture, la conversion des décimales en binaire. Alors, pour ce terme-là, 255, en fait, c'est 256 moins 1. Et 256, c'est en fait, c'est 2 puissance 8 moins 1. Donc 2 puissance 8, ça veut dire que j'ai 9 bits dont le significant bit, c'est-à-dire le bit complètement à gauche dans la représentation, c'est égal à 1. Les autres sont tous égaux à 0. Et donc quand je retranche 1, je vais obtenir 8 bits dont les valeurs sont toutes égales à 1. Donc, le code de 255 en binaire, ça va être 8 bits. Donc, 2, 4, 6 et 8. Et tous les bits sont égaux à 1. Alors, ce qu'on vient de faire maintenant, ça fait partie de ce qu'on appelle une représentation d'un nombre entier non signé en système binaire pur. Et donc, si on connaît le nombre de bits représentatifs de n, on a au maximum de puissance m combinaisons différentes possibles. Et donc les valeurs permises pour n vont s'étaler dans une plage allant de 0 jusqu'à 2 puissance m moins 1. Pour 0, tous les m bits sont égaux à 0. Et pour le n max, tous les m bits sont égaux à 1. On vous donne l'exemple le plus simple. Si je prends m égale à 1, donc nombre de combinaisons
possibles, c'est en fait c'est 2. Et qui sont ces valeurs permises? En fait, elles sont 0 et 1. Et on veut bien que 1, c'est 2 puissance 1 moins 1. Ça, ce sont les valeurs permises. Si je prends par exemple m égale à 8, donc je vais avoir 2 puissance 8 combinaisons différentes possibles, c'est-à-dire j'aurai 256 combinaisons possibles. Et les valeurs permises vont aller de 0 jusqu'à 255. Maintenant, la question qui se pose, comment coder un nombre entier signé? Alors, on vous donne ici les valeurs couramment rencontrées pour le nombre de bits, ce qu'on appelle le nombre de digits m, sont pour un octet m égale à 8, donc octet c'est-à-dire byte. Donc c'est-à-dire ça traduit une information qui a une taille de 8 bits. Donc vous aurez ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici, vous aurez ce qu'on appelle LSB, Least Significant Byte, c'est-à-dire le bit de poids plus faible, complètement à droite. Ici, vous aurez le MSB, le Most Significant Byte, c'est-à-dire le bit de poids plus fort, c'est complètement à gauche. Il y a aussi l'entier court, donc une taille de 16 bits, et un entier long de taille 32 bits. Et on vous donne ici les bornes supérieures respectives à un octet, un entier court et un entier long. Et bien entendu, tous les m bits pour ces bornes supérieures sont tous égaux à l'unité. Maintenant, la question qui se pose, comment coder un nombre entier signé?